Beauté, Otep, Jambo Kilamto, à vous tous, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Je m'appelle Zanite Zona Zanite. Yo nous voit à vous tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour ce podcast. J'aimerais, dans la suite de mes podcasts, faire une sorte de jingle, genre un peu comme dans les séries télévisées, vous savez, ou les séries online. C'est plus vraiment trop télévisé de nos jours. Donc, effectivement, ce sera assez intéressant et entertainisant. Bon, vous voyez très bien. Bon, c'est pas trop l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier effectivement tous ceux et toutes celles qui me suivent. Je remercie ceux qui partagent, ceux qui likent l'information et ou la connaissance. C'est pas forcément que moi je parle des effets de l'actualité actuelle, donc de ce qui sort à la minute, à la seconde. Je ne suis pas trop ce type de personne. Je prends mon temps, j'écoute des petits événements, je fais un petit recul, après j'essaie de réfléchir avant de vous donner ma vision du phénomène qui, personnellement, s'avère tristement un peu la suite de la réalité. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène. J'appelle tout cela phénomène. Vous avez compris, ceux qui suivent déjà ma podcast channel savent un peu à peu près comment je parle. J'appelle ça un phénomène. Nous allons appeler le phénomène qui s'appelle Nana Akufo-Addo, c'est-à-dire le meilleur ami du Lokoderm à travers Ouattara. Donc, le titre de cette podcast sera tout simplement, comme vous le voyez en sous-titre, il a trahi le Ghana. Il a trahi l'Afrique pour les Blancs. J'aurais pu dire pour les Caucasiens, mais bon, ça allait être trop ennuyeux, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai, Nana Akufo-Addo a trahi son pays. Il a trahi les honneurs de son pays. Il a trahi ce qu'il lui-même il disait qu'il allait prononcer au effort, c'est-à-dire le panafricanisme. Il a trahi l'honneur du noir. Bon, de toute façon, vous avez compris que aujourd'hui c'est le bal de tous les traîtres, c'est-à-dire les lécheurs de bottes Lokoderm finissent par s'observer, par se voir, c'est-à-dire le phénomène de la réalité, vu qu'on est dans l'ère du Verseau, permet de faire en sorte que on finit par voir les véritables visages. Donc effectivement, il a trahi les noirs, il a trahi the Black Star pour le White Star, donc le Lokoderm. Pourquoi? Nous allons donc le découvrir petit à petit. Sachez que cette séance sera trop longue pour un peu expliquer le phénomène. Comme je vous ai dit, je ne ferai pas des séances de 2 heures, 3 heures. Je n'ai malheureusement pas le temps. Et effectivement, j'ai aussi d'autres obligations à faire, donc je ne peux pas m'étaler sur 3 heures pour expliquer quelqu'un. Donc effectivement, je ne prendrai que environ 1h30, 1 heure. Ça ne sera pas beaucoup, donc je ferai une deuxième partie sur ce personnage. Donc, nous allons d'abord, essayer de parler du Ghana. Proprement parler, qu'est-ce que c'est que le Ghana, grosso modo. Après, nous allons donc essayer de parler ensuite de Nana Akufo-Addo, une première partie, en essayant un peu d'intégrer les phénomènes qui se sont observés au fur et à mesure ces derniers temps sur ce pays qui malheureusement est en train d'aller dans une mauvaise direction. Et malheureusement, si je le dis, c'est malheureusement parce que c'est le cas. On va un peu parler aussi de ses prédécesseurs, notamment Jerry Rawlings, que j'aime dire Jerry Rawlings. Nous allons parler de Jerry Rawlings et nous allons expliquer un peu qui était ce monsieur et qui étaient ses prédécesseurs ici et quelle était sa politique. Nous allons donc parler de sa politique, donc faire le lien et donc la comparaison avec la politique de Nana Akufo-Addo, qui a une politique particulière dont vous connaissez très bien la signification. À la fin, nous allons donc essayer de voir comment est-ce que nous pourrons parer la chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va falloir envisager la suite de ce pays. Je ne suis pas ghanéenne, mais Kama-Kachopa, c'est ma terre et effectivement, j'aimerais bien y aller comme je le veux. Mais vous avez observé aujourd'hui les nouvelles lois qui se posent au Ghana et effectivement les décisions effectivement qui nous obligent à faire avant d'arriver sur les territoires ghanéens. Donc, vous avez très bien vu et vous voyez très bien la tournure de ce pays qui n'est plus un pays panafricain, du moins si panafricain que cela. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui représente plus ce panafricanisme de l'ampleur même, de la souche même de la terre au Kama-Kachopa, c'est le Mali, même si effectivement ils ont encore beaucoup de problèmes à cause de la FR, qui sont devenus les meilleurs amis du Ghana, effectivement,
pour amener la paix sur ce pays et dans l'ensemble des continents. Et malheureusement, les voisins qui se disent être dans la rébellion, c'est-à-dire la Guinée Conakry de Métis Doumbouya et effectivement d'Amiba du Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres, mais on dirait très bien qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter de devenir des personnes intègres, mais on verra dans la suite. On verra dans la suite. Et donc, effectivement, mes frères, nous voyons très bien la situation réelle, nous voyons très bien le contexte réel. Nana Akufo-Addo a été un homme qui a été prisé dans ce pays, il a été élevé très très haut, c'est-à-dire la population ghanéenne a vu en lui une sorte de suiveur du concept de Jerry Rawlings, de Kwame Nkrumah, et effectivement aussi des pensées de Marcus Garvey. Malheureusement, ce n'était que du pipeau comme beaucoup de personnes, et tristement, les visages ne font que s'afficher. On découvre qu'il a beaucoup de penchant pour la vision francophone. Effectivement, nous en parlerons de cela. Il veut davantage rapprocher la francophonie. Déjà, le Ghana, c'est assez particulier. Je me demande si les Ghanéens parlent tous à peu près leur langue naturelle. Et déjà, il faut se poser la question. Et déjà, en plus, il faut encore ajouter la francophonie. Parce que vous savez tous que les pays de l'Afrique de l'Ouest, en majorité, sont francophones. Même si la Sierra Leone, ils parlent en anglais. Le Libéria, ils parlent en anglais. Le Nigeria, ils parlent en anglais. Et donc, effectivement, le Ghana. Il n'y a que le Cap-Verde qui parle une langue qui n'est pas totalement ni le français ni quoi que ce soit. Donc nous sommes dans une situation, du moins c'est dans une zone particulière où effectivement il ne devrait même pas y avoir cette vision de changer une langue d'esclave pour un autre. Effectivement, pourquoi pas mettre de façon officielle le Swahili comme langue du pays. Mais on se rend compte effectivement que malheureusement, c'est pas trop dans ce sens que les représentants des pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, pensent. Eux tous, ils ont une vision très, très, très francisée, je dirais, le codermique occidentalisation. De toute façon, vous avez compris, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, bizarrement, je ne sais pas qui leur a dit de tous penser dans la vision occidentale. Donc, le Ghana, en anglais Republic of Ghana, c'est un pays d'Afrique occidentale situé au bord du golfe de Guinée, dont on n'est pas très loin. Et donc, les pays limitrophes du Ghana sont la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez déjà la corrélation géostratégique avec son ennemi. Et à l'ouest, le Burkina Faso. C'est-à-dire, c'est déjà, comme vous voyez bien sûr, la carte, c'est à peu près déjà l'axe maléfique qui est déjà, du moins, pleinement dessiné. Et donc, c'est aussi une stratégie. Effectivement, au nord, nous avons le Togo et à l'est, sa capitale est la ville d'Accra. Donc, Accra, c'est la ville centrale du Ghana. Et ses habitants sont donc effectivement les Ghanéens. S'il y a les Ghanéens qui nous suivent, désolé de ne pas parler en anglais cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement que vous appreniez le français. Ce n'est pas une obligation. It's not an obligation. Thanks. Donc, la langue officielle, d'après ce qu'on nous présente officiellement, c'est donc l'anglais. Et donc, la monnaie, c'est le cedi. Effectivement, c'est la devise officielle du Ghana depuis 1965 et il est devisé en 100 pesewas. Fait un peu penser à ECOWAS, quoi, par moment. Donc, le Ghana est membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2006. Donc, effectivement, c'est un membre de la francophonie depuis 2006. Ce n'est pas non plus nouveau. Mais effectivement, on voit de plus en plus le rapprochement avec la France. Donc, l'Organisation de la francophonie, OIF, qui est une organisation personne morale et de droit international, le soi-disant public, créé en 1970, regroupant 88 États au gouvernement en 2018. Donc, effectivement, vous comprenez que dans la totalité, on a environ 88 États qui sont entrés dans la françaiserie, donc dans la vision de la morale française. Et donc, si vous avez très bien compris, effectivement, c'est par rapport à Kama Kachupa dans ce qu'on appelle vulgairement l'Afrique que, effectivement, le français a encore beaucoup parlé. Sinon, si ce n'était pas le cas, si effectivement tous les pays d'Afrique avaient adopté effectivement le Swahili comme langue continentale, il est sûr qu'effectivement la langue française serait
classé vers les langues qui mourront à la fin de la mort de tous les Français. Excusez, mais c'est un peu ce qui va se produire. Donc le Ghana moderne n'a pas effectivement de lien géographique ou historique direct avec l'empire du Ghana. Donc ça paraît-il que ça n'a donc il n'y a aucun lien entre l'empire du Ghana parce que l'empire du Ghana se situe plutôt vers le côté malien. Donc je pense qu'en fait, si on représente un peu dans la véritable histoire, on peut dire que c'est un peu comme l'empire du Congo qui prenait en fait l'ensemble des pays d'Afrique centrale avec une partie des pays d'Afrique de l'Est. Je crois qu'il ronge un peu une certaine partie des pays d'Afrique de l'Ouest et une partie en bas de l'Afrique australe. Donc effectivement, dans les points cardinalistiques locodéens. Donc effectivement, vous voyez très bien que la zone qui cible effectivement l'empire du Ghana n'était pas forcément à proprement dit le Ghana, mais moi je dirais que c'était tout cet ensemble effectivement qu'on appelait l'empire du Ghana. Donc le Ghana moderne, anciennement appelé Côte de l'Or, parce qu'effectivement au Ghana on y trouve beaucoup d'or comme dans l'ensemble des pays de l'Ouest et comme dans l'ensemble du continent Kamakachopa. Effectivement, d'où ce nom Côte de l'Or. Finalement, on pourrait appeler tout le pays, tout le continent or, mais bon, effectivement, ce serait un peu exagéré. Donc, elle a été renommée en hommage de l'empire du Ghana par Kwame Nkrumah, effectivement. Et Kwame Nkrumah, il est né le 21 septembre 1909 à Koufoul, alors qu'à ce moment, ça s'appelle encore la Côte d'Or et actuel Ghana. Et il est mort le 27 avril 1972 à Bucarest. C'était un homme d'État indépendantiste et panafricaniste qui dirigea le Ghana indépendant d'abord comme le premier ministre et puis de 1957 à 1960. Bon, dommage pour Kwame Nkrumah, vous avez aussi compris, c'était une sorte de métisseur. Bon, mais bon, on va pas entrer dans les détails sur cela. Donc effectivement, il a instauré et il a rendu en fait cette terre-là, effectivement, de Black Star, il a rendu cette terre du Ghana une terre d'accueil du panafricanisme, de l'indépendantisme, de la liberté du méanoderme et faire en sorte que le méanoderme lui-même finisse par réfléchir à sa propre problématique. Ce n'est donc plus le cas aujourd'hui. Je vais toujours le dire parce que c'est une vérité. Le Ghana d'hier n'est plus le Ghana d'aujourd'hui. Là où il y avait encore la recherche d'une réflexion pure et vraie pour sortir des véritables problèmes de l'Afrique, n'est plus le cas. C'est un renfermement d'idéologie creuse malheureusement et vampirique tristement. Et donc effectivement, il était aussi très bien dans sa qualité de président de la République de 1960 à 1966, donc 6 ans au pouvoir effectivement. Et donc, Kwame Nkrumah, effectivement, il a fait de grandes études. Nous n'allons pas nous focaliser davantage sur lui, mais nous allons plus parler de lui dans des séances que l'on fera, notamment sur civilisation et barbarisme avec Cheikh Anta Diop. Nous allons avoir un moment, ou peut-être même je le ferai en différé, je ferai une séance juste pour parler de Kwame Nkrumah et pourquoi pas et autres personnes. Donc, effectivement, Kwame Nkrumah a été pris par les idées, effectivement, et sa rencontre avec Marcus Garvey. Ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'il a plutôt accepté d'aborder les idées de W.E.B. Du Bois. Pourquoi? Parce que les idées de Marcus Garvey étaient un peu trop radicales pour lui. Effectivement, n'oubliez pas que ça va aussi jouer. Le fait que vous ayez un partenaire qui ne vous ressemble pas et que vous avez des idées d'indépendance, etc. Mais effectivement, il faut véritablement que le pays s'en sorte. Il y a des idées que vous ne pouvez pas prendre comme les idées de Marcus Garvey, qui étaient des idées un peu trop fortes et strictes, notamment lorsqu'on est métisseur. Donc, les idées qui pouvaient un peu pallier à sa vision, c'était notamment les idées de W.E.B. Du Bois, parce que W.E.B. Du Bois n'était pas un métisseur, mais il était plutôt une sorte de tendancier universaliste. Mais c'est vers la fin de sa vie, à des moments vraiment de la fin, qu'il a compris que malheureusement cette idée vers l'universalisation n'était pas très bonne. Effectivement, c'est vrai que ça n'a pas été une très bonne idée. Lui-même l'a reconnu lorsqu'il a arrêté ce mouvement qu'il avait appelé le NAACP, c'est-à-dire
l'organisation dirigée par Dubois, c'est une organisation pour les Noirs aux États-Unis qui souffraient, et pas que des Noirs, mais des personnes de couleur qui souffraient effectivement des problèmes de discrimination raciale, etc. Donc, effectivement, c'était des idées assez universalistes. Il acceptait, il préférait plus ces idées parce qu'effectivement, comme sa femme était égyptienne, je crois, et donc, nous savons aussi tous que oui, c'est vrai que dans la vision caucasienne, les Caucasiens n'aiment pas trop les autres. Et donc, il assimilait la chose et il pensait que c'est pas une histoire que des Noirs qui souffrent, ce sont les autres aussi de la terre qui souffrent. Donc, effectivement, c'était une erreur de la part de Nkrumah, comme tous les métisseurs, malheureusement. Mais bon, que va-t-on dire? C'est la vie. On reviendra plus tard sur Nkrumah une autre fois, mais c'était juste pour que vous compreniez un peu la tendance. Mais effectivement, il a été un très bon représentant, un chef d'État. La vie n'a pas toujours été celle qu'on croit, mais effectivement, il a fait du mieux qu'il a pu, etc. Comme vous l'avez compris, donc c'était quand même un très bon représentant, mais aussi il a connu une fin de vie dans une situation comme une autre. Effectivement, il est mort de maladie, d'un cancer de l'estomac. Et ce qui est important à comprendre, c'est que donc il paraît que le 24 février 66, alors qu'il était en voyage en Chine, effectivement, il a été renversé sans aucune résistance par un coup d'état militaire qui, paraît-il, a été créé, fabriqué par la CIA, effectivement. Et donc, il a dû se réfugier en Guinée, chez son meilleur ami Sékou Touré aussi, une fin de vie comme une autre, qui lui a finalement proposé la coprésidence du pays. Et donc, alors, dans son exil, il fonde une maison d'édition qui publie ses théories révolutionnaires, ses livres de l'unité africaine. Effectivement, le plus triste, effectivement, avec ce type de personnage, c'est que c'est toujours à la fin de leur vie qu'ils se rendent compte qu'il fallait être plus strict, plus dur, plus rigoureux, malheureusement. Le nom colonial avant était appelé la Côte d'Or, effectivement, Gold Coast, si vous préférez, Gold Coast, vient de très nombreuses mines d'or du pays, dont effectivement les leucodermes, ce qu'ils faisaient toujours lorsqu'ils venaient sur Kamakatchopa, c'est qu'ils n'appelaient jamais le continent par le nom ancestral qui lui avait été donné. Ils donnaient des noms par rapport aux richesses, par rapport aux minéraux, aux richesses qu'ils observaient. La Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y avait les éléphants, et les éléphants, on les voit, et l'ivoire, c'est un matériau précieux très important pour la leucodermie. Vous savez très bien à quoi ça sert. Créer des pianos, créer des ceci et cela, des pièces, des sculptures, voilà. Effectivement, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que des milliers d'éléphants, des millions et des milliers d'éléphants se font assassiner. Et je ne sais pas combien d'éléphants il reste sur le continent. Donc, vous pouvez imaginer que ils voient quelque chose, ils créent quelque chose à partir de quelque chose qu'ils ont pris par la force et derrière une conséquence, c'est-à-dire la cause à effet, effectivement. Ne croyez pas que sur les choses qui sont faites sur cette terre, il n'y a jamais un retour. Il y a toujours un retour de tous les actes que l'on pose. Nigeria, je ne sais pas trop exactement, mais je sais que Niger, c'est noir, peut-être peu de noirs parce qu'il y a beaucoup de noirs là-bas. Et effectivement aussi Niger, noir, donc effectivement c'est lié à la noirceur. Rwanda, il y a des pays qui ont changé de nom, etc. Bon, Cameroun, tout ça veut dire crevettes, là on est des crevettiers, parce qu'effectivement les Portugais, Rio dos Camarones, etc. Cameroun, blabla, les Allemands n'ont pas beaucoup cherché. Donc après, ça a donné ce que ça a pu donner de tordu, voilà. Donc, effectivement, ils donnent des nominations qui n'ont strictement rien à voir avec la zone, avec le pays, avec etc. Alors qu'ils auraient pu demander, effectivement, comment s'appelle cette zone de façon ancestrale. Non, ils ne demandent pas parce qu'effectivement, ça ne leur importe pas, c'est pas trop spécialement ce qui les intéresse. Donc, c'est l'or qu'ils ont retrouvé massivement sur ces territoires qui ont fait en sorte qu'ils appellent ça Gold Coast. Mais effectivement, on se rend compte que, bizarrement, au Mali, il y a beaucoup d'or. En Côte d'Ivoire, il y a de l'or. Au Togo, il y a de l'or. À machin, il y a de l'or. Donc, Gold Coast, c'était un peu tiré par les cheveux, comme Haute-Volta. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé Burkina Haute-Volta. Qu'est-ce qu'il y avait de haute voltaïque là-bas?
Donc, ça se posait des questions. Effectivement, ces mines d'or ont été sauvagement exploitées par les colons britanniques, allemands, hollandais et français. Toute la clique occidentale type caucasienne de l'Occident était donc mêlée à ce pillage. De toute façon, le viol, le pillage, ça c'est le plus grand travail, ça c'est vraiment ce qu'ils savent faire le mieux. Ils ont repéré cela comment? Effectivement, par les études, à travers les études anthropologiques, comme vous avez compris, à travers l'anthropologie, donc à travers l'étude des peuples qui ne les ressemblent pas, donc on va dire la communauté de l'exotisme, effectivement, on va dire oui, la communauté de l'exotisme. Effectivement, ils ont donc envoyé des espions pour aller espionner et observer ces populations. Ils ont donc remarqué que les populations telles que le peuple Ashanti, le peuple Awon utilisait beaucoup l'or. Effectivement, pour eux, c'était pas un truc très impressionnant parce que c'était partout. Effectivement, le locodème dans la pauvreté, lui qui aime l'or, effectivement, donc il a vu ça comme un atout. Et donc, effectivement, à travers ces éléments des richesses du sol et du sous-sol, ils ont dit que, comme d'habitude, on va monter les peuples les uns contre les autres, on va voir chez qui on va piquer, etc. La Hollande a dit ils vont aller embrouiller le cerveau de tel peuple, l'allemand, tel peuple, la britanniste, tel peuple, la franciserie, tel peuple. Et donc, c'est comme cela qu'ils ont pu embrouiller pendant que nos frères s'entretuaient pour des idiots. Et donc, des idiots, ils prenaient l'argent derrière. Donc, voilà. Et après, aujourd'hui, ils disent que c'est leur or. Effectivement, l'or du vol, du sang et de la mort. Avec le temps, les objets qu'on vole qu'on vole finissent toujours par nous lancer du mal. Parce que vous savez, les énergies égrégoriennes, dans les grégores, il faut faire très attention à cela. Quand un peuple commence à revendiquer de plus en plus ces matériaux, il faut commencer à avoir super peur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'effectivement, les énergies de loin, donc de la terre-mère, d'où ça vient, finissent par avoir une corrélation, une sorte de connexion. Effectivement, cette connexion va se produire et va créer des vibrations. Et cet objet qui a été volé, ce n'est pas une histoire que j'invente. Il y a cette corrélation qui se crée et donc effectivement, l'objet ou les éléments qui ont été volés vont se mettre en vibration et en connexion avec les éléments d'origine de la terre et les énergies également des descendants qui se trouvent sur les territoires même, etc. Et donc, ils vont revendiquer cela et ça va se mettre en vibration. Beaucoup d'énergies négatives vont commencer à se charger dans la maison de la personne qui a volé. Comprenez que ce qui est dit là, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ne prenez jamais quelque chose qui ne vous appartient pas. Ne le volez point, en fait. Ne volez point parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les objets ou quelle énergie, ou quelle onde y a été mise. Et même si vous appelez vos spiritismes, vos spirituels, vos trucs machin, ils ne pourront rien y faire. Parce qu'il y a une connexion forte entre l'objet de cette personne, qui est une création ancestrale il y a je ne sais combien de millions d'années, et toi, un propriétaire qui vient d'acheter un truc avec des biens de Monopoly et qui pense que tu as pris quelque chose d'important. Donc, il faut faire très attention. Bon, là, le codermie s'en fiche, mais il est trop tard. Donc, on continue. Donc, effectivement, après la période de Nkrumah, donc voilà, après sa période, il y a eu il y a eu de nombreux coups d'État qui se sont multipliés, notamment, qui a créé une sorte d'instabilité dans ce pays. Et donc, jusqu'à la prise, effectivement, du pouvoir par Jerry Rawlings. Effectivement, donc, on va un peu parler de lui, qui est né le 22 juin 1947 à Accra. Il est mort il y a 2 ans, le 12 novembre 2020. Effectivement, sa mort reste un sujet à débat parce que beaucoup de personnes ne sont pas très OK avec la manière dont il est mort. Moi, on en reparlera un jour, mais j'ai pas trop le droit d'en parler là maintenant parce que pour plusieurs raisons. Donc, il est mort le 12 novembre 2020 dans la même ville, donc à Accra. C'était un homme d'État ghanéen. Il était à la tête de l'État en 1979, puis en 1981 à 2001, il était surnommé le Flying Lieutenant. Donc,
Jesus Jr. Effectivement, vous savez, les Noirs ont des problèmes religionnaires. Donc, de son véritable nom, c'est Jeremiah Rawlings John. À cette époque de sa naissance, comme beaucoup de mélanodermes, il est né donc sous une colonie britannique. Malheureusement, effectivement, l'Afrique reste une colonie pour le moment encore. Et il est le fils de Victoria Akbuti, une femme qu'on dit autochtone, une femme originaire du coin, et de James Ramsay, dont effectivement on n'a aucune image de, donc imaginez les parents, et de James Ramsay John, un chimiste originaire de Castle Douglas en Écosse. Donc son père c'est un locoderme type caucasien. Je ne sais pas si sa mère l'a eu de suite de viol, ça restera un mystère. Donc Rawlings fréquente donc l'école de Akimota à Accra et il est le seul enfant né de sa mère, elle-même issue de groupe, elle-même issue du peuple Nzema et les Ewe. Donc un mélange de deux peuples, effectivement, les Nzewa, les Nzema, encore appelés Nzima, appelés aussi Apolloniens, je ne sais pas pourquoi, sont donc un peuple akan de Côte d'Ivoire et du Ghana. Parce que vous savez très bien que le peuple akan, on le trouve à la fois en Côte d'Ivoire et on le trouve à la fois au Ghana. Donc, vous comprenez très bien que lorsqu'ils ont découpé le territoire, ces gens ont fait du n'importe quoi. Ça, on vous l'explique déjà assez. Ces gens ne savent même pas ce qu'ils ont découpé. Et oui, effectivement, c'est un peuple d'Afrique de l'Ouest, toujours vivant principalement au sud-est du Ghana et du Togo. Donc, encore la même chose, un découpage hasardeux. De toute façon, l'Afrique, c'est un découpage hasardeux issu des volontés de pervers locodermes type caucasien et arabe. Voilà. Donc, il s'est marié plus tard avec Nana Konadu. Nana Konadu Aguilleman. Donc, sa maman Africa, comme il aimait souvent dire. Elle est née en 1948, le 17 novembre. Elle a été une candidate d'élection présidentielle au Ghana après avoir été quelques décennies plus tôt la première dame de ce pays pendant plus d'une vingtaine d'années. Peut-être que pour faire honneur à son mari, elle voulait être représentante, mais c'est Nana Akufo-Addo qui après a pris le pouvoir. Donc, il a rencontré au collège Hashimota. Ils ont eu 3 filles. Et donc, il a fait une carrière militaire. Il entre en 1968 à l'Académie militaire ghanéenne à Téchi. C'est une ville du Ghana située dans la région du Grand Accra en pays Nga. Effectivement, et il devient l'année suivante pilote d'aviation de l'armée de l'air ghanéenne et accède au grade de lieutenant. La pauvreté alors en pleine expansion, effectivement, vu la période, dans un pays gouverné depuis 1966 par un régime militaire corrompu et répressif. Donc, effectivement, après l'exil vous avez compris, de Kwame Nkrumah, effectivement, le coup d'État corrompu, effectivement, issu de la volonté du locoderme, parce qu'effectivement, la manière dont Kwame Nkrumah gérait la situation ne plaisait pas au locoderme. Donc après, ils ont tout fait pour le déstabiliser, et donc il est mort. Et donc un régime corrompu, répressif, violent a été mis sur place et il a commencé à être rééquilibré effectivement par Jerry Rawlings. Donc il a commencé à faire une première tentative de coup d'État le 15 mai 1979 et effectivement ça n'avait pas marché et après il a repris encore. Et donc 3 semaines plus tard, d'autres officiers après avoir été condamnés à la peine de mort, il organise un nouveau coup d'État le 4 juin 1979 qui renverse le régime de Fred Akufo. Je me demande si ce type il n'a pas un lien avec Nana Akufo-Addo. C'est vrai que beaucoup de personnes en Afrique ont à peu près le même nom, mais j'ai l'impression que le nom du régime corrompu qu'il a renversé, du monsieur Fred Akufo, a un lien par exemple avec Nana Akufo. Là, c'est mon interrogation à moi. Je me pose, en même temps, je me pose aussi, j'ai le droit de me poser des questions. Je me demande si c'est pas la même chose. Même s'ils ont enlevé effectivement Nana Akufo-Addo, il a un seul F et lui, effectivement, il a 2 F. Je me demande si c'est pas pour nous dissiper qu'ils ont mis volontairement ce 2 F. De toute façon, après, ne croyez pas toutes les informations que vous voyez online. Il y a toujours des petits traquenards qui sont faits exprès là pour vous embrouiller l'esprit. C'est pour ça que quand vous voyez ces informations, posez-vous des questions derrière, surtout que nous savons très bien comment la leucodémie fonctionne.
Alors, le 24 septembre 1979, il cède le pouvoir au gouvernement civil mené par le président Liman, qui était un homme diplomatique d'État ghanéen et effectivement né le 12 décembre 1934 à Golou et il est mort le 23 janvier en 98 à Accra. Il fut le président de la République du 24 septembre 1979 et au 31 1981. Il n'a pas beaucoup duré. Il redevient président parce que la corruption était revenue. Comme d'habitude, on ne sait pas pourquoi la corruption c'est véritablement le mal de l'Afrique, on ne va pas se mentir. Les âmes sont faibles et donc acceptent l'argent de l'extérieur. Donc le gouvernement est corrompu, il revient et donc il fait tout pour enlever cette corruption. Effectivement, il avait une vision qui était plutôt assez claire, c'est-à-dire qu'il faut éradiquer le mal. Dès qu'une personne trahit un pays ou trahit son peuple, trahit sa patrie, sa nation, sa matrie, on ne peut pas le laisser en vie. Ça va être dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Vous savez, c'est comme la gangrène. La gangrène, quand elle est là, il faut l'éradiquer. S'il faut couper un membre, il faut le couper, mes frères. Parce qu'après se propage, il n'y aura pas une bonne suite après cela. Donc, effectivement, il a compris que le mal de l'Afrique est profond. Et même si, effectivement, il perdait des hommes, il fallait les exterminer, malheureusement. Et vous voyez très bien ce que ça fait lorsqu'on n'extermine pas les mauvaises graines d'une terre, d'un pays. Ça amplifie la corruption, ça multiplie le mal, effectivement, et donc le mal continue à se faire. Sa méthode avait l'air très criminelle, mais malheureusement, elle était un peu plus logique que beaucoup d'autres. Il était devenu le président du Conseil provisoire à la défense nationale et il avait une particularité qui était très intéressante, c'est-à-dire il ne se mettait ni du côté marxiste, effectivement, de Karl Marx, ça ce sont des idéologies leucodermiques qui ne nous intéressent pas et qui sont illusoires pour nous, et ni du capitalisme. Le capitalisme, ce sont toujours les mêmes doctrines illusoires qui mènent à la mort. Donc, il n'était ni de l'un ni de l'autre. Il n'était pas du communisme ni du capitalisme. À partir de 1983, il applique une politique économique libérale. Bon, effectivement, c'est ce qui a fait l'image du pays. Libérale, entre guillemets, dite d'ajustement structurel. Et donc, répondant aux souhaits du Fonds monétaire international, donc de la Banque monétaire, malheureusement, et qu'elle accorde des prêts en échange. Soucieux néanmoins de maintenir le rôle central de l'État dans la vie économique du pays, s'efforce de ralentir le démantèlement du secteur public et la privatisation et un investissement. Et les prêts lui permettent de conduire une politique de modernisation des zones rurales et de financer des programmes sociaux limitant ainsi l'impact social négatif de l'ajustement structurel sur les populations les plus pauvres. C'était très important. Le Ghana sort de récession et connaît au cours de la décennie de 83 en 93 un taux moyen de croissance de 5%, tandis que l'inflation tombe à 10%. Après, c'est à voir si c'était vrai ou faux parce que beaucoup de sources transforment des choses. Donc, il y a des questions des politiques extérieures ou nous des positions panafricaines et tiers-mondistes. Effectivement, on n'avait pas du tiers-monde lorsqu'on faisait les débuts de la séance de Frantz Fanon. Effectivement, donc, c'est ceux qui connaissaient Frantz Fanon. À cette époque-là, tout le monde était invité. Donc, effectivement, c'était une vision du père de l'indépendance qui était Kwame Nkrumah. Donc, il a repris quelques idées. Et il était opposé à tous les exploiteurs de l'Afrique, c'est-à-dire toutes les forces exploitateurs, excusez du mot, de l'Afrique. Et donc, il s'est rapproché davantage du Cuba avec Fidel Castro. Vous le connaissez tous, indépendantiste révolutionnaire cubain. Il a apporté du mieux qu'il a pu. Bon, effectivement, c'était le coder, mais bon, on va faire avec. Et effectivement, la Libye de Kadhafi. Donc, il connaissait effectivement Kadhafi, tué comme tous ceux qui ont tué. Et donc, il se rapproche du président à cette époque du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui avait changé Haute-Volta en Burkina Faso. Donc, il avait essayé de créer une sorte de zone stratégique de sphère indépendantiste panafricaine révolutionnaire, parce que le Cuba, c'est pas du tout le panafricanisme, c'est plutôt la révolution là-bas. Donc, effectivement, il a essayé de créer cette zone de libération. Il avait vu sur une sorte de carte, effectivement, les prolongements le lien, le fait de créer des zones où on devait libérer, effectivement, les terres.
Il instaure après le multipartisme et fonde le Congrès démocratique national et il engage le pays dans un processus de démocratisation. Il est encore élu le 7 décembre 1992 et prend donc ses fonctions le 7 janvier 1993 à la 4e République du Ghana, qui était officiellement proclamée et dont est devenu le président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il s'investit particulièrement dans le règlement de la crise du Libéria, alors que le Ghana est perçu comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest. Rawlings bénéficie d'un grand prestige à l'étranger pour son rôle pacificateur dans les crises régionales et le pays subit cependant une crise économique à partir du milieu des années 90. Effectivement, le gouvernement est confronté à de mouvements sociaux provoqués par l'introduction sous la pression de la Banque mondiale. Car effectivement, vous savez que les mouvements sociaux sont toujours créés effectivement par les institutions extérieures via souvent des ONG effectivement et souvent via effectivement des communautés dont on appartient, dont on a fait un mauvais choix de partenariat, dont la Banque mondiale. On va sauter l'ensemble des étapes. Donc effectivement, à l'âge de 73 ans, il meurt le 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire de Korle-Bu à Accra et où il avait été admis dans une semaine auparavant. Sa mort intervient près de 2 mois après celle de sa mère, Victoria Akbutoui, le 24 septembre 2022. Donc, ils sont morts à peu près à la même période. Donc, je pense que c'était sûrement un lien familial. Ce qu'il faut comprendre aussi sur le Ghana, effectivement, oui, ils font partie des pays actionnaires, bon, pas actionnaires, mais sous l'emprise de la Banque mondiale. Mais également, ce que vous avez donc aussi compris, le Ghana a également une banque centrale. La banque centrale du Ghana, effectivement, ou the Central Bank of Ghana, il est localisé en Accra, effectivement, et il a été créé en 1957. Donc, effectivement, il n'a pas été créé sous la vision de Nana Akufo-Addo. Il est très important que je signale ça parce que je pense que, vu les idées de Nana Akufo-Addo, la banque centrale n'aurait jamais existé dans ce pays. Il aurait aussi pu enlever cela, mais il a vu effectivement l'intérêt de préserver cette banque centrale. Malheureusement aussi, c'est ça qui est l'hypocrisie de certains représentants mélanodermes de mauvaise qualité, c'est qu'il aurait aussi pu dire à son meilleur ami qui s'appelle Ouattara également d'avoir une banque centrale, mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Effectivement, s'il le disait, c'est là où les problèmes de Nana Akufo-Addo allaient commencer, parce que la banque centrale, ça allait faire en sorte que la Côte d'Ivoire allait pouvoir gérer ses propres réserves. Effectivement, il faut aussi trouver des Ivoiriens de qualité, malheureusement. Et donc, ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à découvrir. Jerry Rawlings, plus tard, donc, il donne le pouvoir à son opposant qui s'appelle John Kufuor, qui est un homme d'État ghanéen, président de la République du Ghana de 2001 à 2009. Et après, il a été président de l'Union africaine entre 2007 et 2008. Plus tard, la victoire a été donnée en 2016 à Nana Akufo-Addo contre le président sortant John Dramani Mahama. Donc, pour l'histoire plus contemporaine du Ghana, c'est un peu cela qu'on va dire. On va pas parler du passé du Ghana, qui est une histoire qu'il vaut mieux se réserver pour une autre fois, sinon ça va prendre énormément de temps. Donc, on va donc se focaliser maintenant sur Nana Akufo-Addo et nous allons essayer un peu de parler un peu de ce monsieur et de mieux comprendre qui est-ce qu'il est. Il ne nous reste plus donc assez de temps. De toute façon, on a prévu une deuxième partie. Ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est de savoir d'où est-ce qu'il vient. Qui est ce monsieur? Quel est son entourage? Qui sont ses gens les plus proches? Beaucoup ont dit que les personnes qui étaient assez proches de lui sont notamment Ado 1. Je pense qu'il est, oui, Ado 1. Et effectivement aussi, il a beaucoup d'amour pour sa vie qu'il a passée en Angleterre et dans d'autres institutions occidentales. Donc, effectivement, on a déjà vu ça. Donc, ce qui sera intéressant de dire aujourd'hui, ça sera de savoir qui est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il vient, quel était son parcours scolaire, parce que c'est son parcours scolaire à lui
qui va nous déterminer la suite. Effectivement, il y a quelque chose d'important à comprendre. Ce n'est pas toujours le parcours scolaire qui indique la suite des alternatives de certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent avoir des parcours scolaires de haut degré. Ils ont rencontré des personnes du haut standing et effectivement, à la fin, ils n'ont pas envie de vivre ce milieu qu'ils trouvent superficiel, etc. Il y a d'autres qui ont vécu dans un système éducatif assez niais, je dirais moyen, bas, souvent faible. Et plus tard, ils veulent tout faire pour être avec des personnes de la haute classe. Donc, le parcours scolaire n'est pas souvent déterminé et n'explique pas souvent la suite de l'histoire, mais dans le cadre aussi de Nana Akufo-Addo, comme certaines personnes, comme effectivement Ouattara et autres, Gnassingbé, etc., ça nous détermine effectivement la suite de la chose. Il y a des gens qui ont effectivement fréquenté des écoles de haut standing et qui veulent continuer leur vie de haut standing. Il y a des gens qui ont eu une éducation de moyen ou de faible standing et malheureusement ils vont rester dans ce niveau-là. D'autres arrivent à se élever sans toutefois arriver ou sans toutefois vouloir connaître ces gens, même s'ils les côtoient par moment. Donc il y a des choses comme ça dans la vie, ce n'est pas très déterminé. Mais pour certaines personnes, comme j'ai dit, comme Nana Akufo-Addo, la vie est déterminée. Et ajoutons à cela le stress post-traumatique génétique du mélanoderme qui malheureusement a plongé la suite dans les ténèbres. Il est né le 29 mars 1944 à Kébi. C'est un avocat de base et un homme d'État ghanéen. Membre du nouveau parti patriotique, il est le président de la République depuis le 7 janvier 2017 et il est élu président de la CEDEAO en 2020. Parce qu'effectivement, Ouattara ne pouvait pas être président de la CEDEAO, ça allait être un peu trop bizarre. Il a relayé ça à Nana Akufo-Addo, qui est donc le président de la CEDEAO. Donc c'est un peu une double peine, c'est-à-dire déjà il faut être président de la République, c'est assez illogique, et en même temps il faut être président de la CEDEAO. Donc c'est assez étrange. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un, un député, un sénateur, je ne sais pas quoi, mais prendre carrément un président, je trouve que ce choix n'est pas très malin, il n'est pas très intellectuel, je dirais même que c'est quelque chose d'assez très... à la limite, ce serait stupide. C'est comme le président de l'UMOA, c'est Patrice Talon, c'est-à-dire déjà c'est un mauvais chef d'État. Pour le dire, il est mauvais en sa matière de non-qualité, bon, on va dire qualité négative de représentant d'un pays. Et donc, effectivement, en même temps, c'est le président de l'UMOA. Donc, malheureusement, on voit très bien à quel point la gangrène et la soumission de l'homme noir là maintenant, parce que la majorité sont des hommes, de l'homme noir fait en sorte que la place du locoderme est une place choix et qui fait en sorte qu'effectivement, ils obéissent au maître. Malheureusement, pour le moment, je dis bien que c'est pour le moment que ces choses sont encore là pour l'instant. Donc, de son entièreté, de son nom entier, excusez-moi, il s'appelle William Addo Dankwa Akufo-Addo, né à Accra d'une importante famille de la royauté et de la politique ghanéenne. Donc, c'est pas l'enfant du voisin, il n'est pas né de je ne sais pas où, donc c'est un enfant important. Et donc, ce n'est pas donc un hasard s'il était élu président à cette période de 2016-2017, donc je dirais approximativement 2017. Donc, il est le fils de Edward Akufo-Addo. Edward Akufo-Addo, qui n'est plus de ce monde. C'était un juge, avocat et homme d'État ghanéen, héros de l'indépendance et ancien président de la République de 1970 à 1972. Vous avez donc remarqué cette histoire étrange que j'ai donc dit que après effectivement la mort, après l'exil, parce que c'est un exil qu'a eu Kwame Nkrumah, après donc est venu un autre, donc quelqu'un qui avait fait des coups d'État et qui avait amené la corruption. Et durant cette période de troubles, la corruption et la gangrène a commencé à s'installer au Ghana. Et donc, c'était effectivement par rapport au père de Nana Akufo-Addo, qui est donc déjà de base, c'était déjà de base un esprit corrompu. Donc, ça ne pouvait que donner une graine corrompue. J'ai dit du mal naît le mal. Donc, effectivement, il est assez difficile que les bonnes choses sortent du mal. Il est aussi l'enfant de sa mère, Adeline Yebaokwa Afori Atta. Donc, son père est né à Akopong, en Kwampem, et il a été donc le juge en chef du Ghana de 1966 à 1979. Donc, après, comme j'ai dit,
après l'exil de Kwame Nkrumah. Donc c'est ce monsieur qui, directement après lui, après ce régime panafricaniste, a engendré la corruption. Donc ne soyez donc pas très étonnés de la suite de l'histoire du Ghana. J'ai envie de dire, l'enfant a continué ce que le père reste à dire, la corruption de l'esprit. Et donc, tel père, tel fils, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs occidentales et aux visions religionnaires et sectaires leucodermiques. Il était donc aussi le président de la commission constitutionnelle de 1967 et 68. Donc, il est installé avec les pions venus de l'Occident, notamment de la Grande-Bretagne. Ils ont installé leurs pions pour la corruption. Et je dirais que c'était effectivement un immense travail qu'a fait Kwame Nkrumah d'instaurer cette banque centrale, que même lui, le père, n'a pas enlevé aussi, parce qu'il aurait pu l'enlever, parce qu'il a aussi compris l'intérêt que ça pouvait générer d'avoir une banque centrale. Donc, effectivement, il a voulu, mais il a compris l'intérêt de préserver au moins ce cadeau qui était le plus intelligent de Kwame Nkrumah. Il était après le président de la République, donc comme vous l'avez compris. Et donc, le grand-père maternel de Nana Akufo-Addo était Nana Sir. Comprenez? Sir Ofori-Atta Ier, roi d'Akiem Abuakwa. Je répète bien, c'était donc un sir. Donc, comme vous l'avez compris, s'il a donc été nommé sir, mes frères, mes sœurs, et non, mes sœurs, donc pour faire même dire mes frères, my brothers and sisters, s'il a été nommé sir, c'est-à-dire le grand-père Nana Akufo-Addo, ça veut dire donc que oui, effectivement, ils étaient déjà affiliés au service de la royauté, donc de la pauvreté britannique. C'était déjà une famille qui avait des penchants liés à la soumission occidentale, britannique de surcroît. Le grand-père Nana Akufo-Addo était donc Sir Ofori-Atta, roi d'Akiem Abuakwa, qui était un membre du conseil exécutif du gouverneur de la Gold Coast avant l'indépendance du Ghana. Donc c'est eux qui voulaient préserver peut-être toujours cette vision monarchique, etc. Il est le neveu de Kofi Asante Ofori-Atta et de William Ofori-Atta. Son grand-oncle, Jibe Danka, est un membre de la Big Six. Il s'agit d'un groupe formé de 6 personnes. C'était les leaders de la convention du Gold Coast, UGCC, ou United Gold Coast Convention. Et donc, c'était un parti politique du moment où effectivement le Ghana était encore une colonie britannique. Ils ont créé ce parti dans les environs des années 1940. Les membres du Big Six sont, comme vous l'observez, de la gauche vers la droite. On a Kwame Nkrumah, Obetsebi Lamte, Dr Ako Adjei, on a Edward Akufo-Addo, on a Jibe Danka, on a William Ofori-Atta. Donc effectivement, ce groupe-là était les Big Six. Et après, bon, vous savez, comme dans tout groupe de Noirs colonisés, malheureusement, je ne dis pas que tous les Noirs colonisés font la même chose, mais nous sommes à une période particulière où il y avait déjà pas mal de vendus et des gens avec des idées de vendus. Donc, effectivement, ce type de groupe qui pourrait s'affilier à des clubs, effectivement, parce que c'est toujours un nombre restreint, finit toujours à la fin par se démanteler pour des raisons de corruption spirituelle et donc de corruption aussi matérielle. Des petits groupes dans le groupe se sont formés avec des affiliations assez tordues. Donc effectivement, beaucoup sont partis rejoindre, ou peut-être d'autres depuis le départ travaillaient déjà avec les sociétés secrètes occidentales, britanniques en particulier, pour s'infiltrer dans le groupe et ainsi voir comment le détruire plus tard. C'est toujours comme ça en fait, c'est toujours comme ça malheureusement, mais ça ne veut pas dire que c'est un phénomène accepté, mais c'est majoritairement c'est comme ça dans les groupes. On ne sait jamais qui est qui, on ne sait pas ce qu'il va faire, on n'a aucune preuve que cette personne ira jusqu'au bout, comme il y a des panafricains qui ne vont jamais jusqu'au bout, il y a d'autres qui vont jusqu'au bout, donc c'est jusqu'à la mort, il y a d'autres qui ne vont pas jusqu'au bout et ils laissent tomber. Et nous avons aussi de faux panafricains comme Nana Akufo-Addo qui également
tôt ou tard, ont fini par montrer leur véritable visage parce qu'il n'a jamais été un panafricain. Donc, comme vous l'avez compris, il commence ses études primaires, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'école des garçons du gouvernement de Adabraka. Et ensuite, c'est dans le pays. Et ensuite, à l'école Howard, maintenant appelée Kimbu, dans le quartier d'Accra central. Et il part ensuite au Royaume-Uni pour étudier à Lancing, dans le Sussex, pour l'obtention de son O-level. Bon, ça c'était avant, c'est plus actuel. Et donc de son A-level, abréviation de Advanced Level. C'est un examen passé par les jeunes Britanniques au cours de des 2 dernières années de l'éducation secondaire en Écosse. Et les écoles peuvent choisir entre le Level A et l'équivalent écossais. Donc, l'école supérieure avancée. Donc, ce qui est dit ici, que donc, he went to England to study for his zero level, the O level and A level examination at Lancing College in Sussex. He returned to Ghana in 1962 to teach at the Accra Academy before going to read economics at the University of Ghana, Legon, in 1964, earning a BSc Econ degree in 1967. Et je le dis maintenant en français. Donc après cette histoire au Sussex, dans une école britannique, puis il commence un cours de philosophie et politique d'économie au New College à Oxford, donc il fréquente d'abord en Oxford, et en 62, mais il abandonne peu de temps après, il retourne enfin au Ghana. La question c'est pourquoi est-ce qu'il devait retourner au Ghana? Pour enseigner à l'Accra Academy avant d'étudier l'économie à l'Université du Ghana à Legon en 1964. Il obtint son baccalauréat en sciences économiques et en 67, il rejoint ensuite The Inner Temple. C'est vrai que quand vous écoutez ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Effectivement, on sent qu'on tourne dans les trucs secrets. Inner Temple, de toute façon, vous savez très bien ce que ça veut dire. L'honorable société de l'Inner Temple, the Honorable Society of the Inner Temple, est l'une des 4 Inns of Courts qui se trouvent autour du Royal Courts of Justice de London. Donc en Angleterre, Inner Temple représente un des 4 centres de formation des barristers. Donc, son nom provient du fait que chacun de ces instituts de formation est installé dans les locaux d'une partie de l'église du Temple. Oui, comme vous le comprenez très bien, les Templiers, etc. Fondé au XIIe siècle par les Templiers anglais, parce qu'il y en avait de toutes sortes, qui commence lorsque Hugh de Pence, le fondateur et le premier maître de l'ordre, bon, vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire, visita le pays en 1128 pour y chercher de l'argent et des hommes pour les croisades. Donc, ils cherchaient l'argent comme d'habitude, ça c'est le travail, et des hommes pour aller faire les croisades. Vous savez tout ce que les croisades sont, ce sont les initiatives exterminatrices guerrières, soi-disant au nom de Jesus Christ, pour aller exterminer les peuples et voler, piller ce qu'il y a là-bas. Après qu'il devient propriétaire de la couronne d'Angleterre en 1307 ou en 1307, après l'anéantissement de l'ordre du Temple, et l'ordre du Temple c'est un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge dont les membres sont appelés les Templiers, et c'est à cette époque-là qu'est sortie l'histoire de la mystique européenne. Ce n'est pas véritablement une mystique, mais c'est une histoire à la con, vous comprenez très bien. Et donc, par la suite, celle-ci fut donnée à l'ordre saint de Jean de Jérusalem, qui loua dès 1312 le temple aux 2 universités d'avocats, l'Inner Temple et the Middle Temple, qui se partagent alors l'utilisation de l'édifice. Dans le Middle Temple, il est à côté de the Inner Temple, honorable société du Middle Temple. C'est l'une des 4 Inns of the Courts qui se trouve autour du Royal Courts of Justice. Donc, c'est pas très loin. Ils représentent des 4 temps de formation, toujours des barristers. Ils sont à côté l'une à l'autre, comme vous l'observez sur l'image.
les membres, peut-être je pense que ça peut être intéressant de vous citer quelques membres du Inner Temples. Du moins, je pense que vous connaissez certains et je pense qu'il y a des noms qui vont encore mieux vous ramener un peu l'esprit, très clair. Donc, on a Geoffrey Chaucer, William Casterby, Sir Edward Coke, Richard Grenville, Christopher Hatton, James Boswell, William Packer, Thomas Hughes. Vous connaissez tous Thomas Hughes. Et donc, Bram Stoker, John Maynard Keynes, Muhammad Ali Dinad. Si je m'arrête à Muhammad et Serstrus Kama, c'est que vous devez comprendre que je vous ai dit qu'il y a un lien entre l'Europe, donc l'esclavage européen qu'ils ont fait sur nos peuples et les Arabes parce qu'ils ont été en commun. Et il faut comprendre que le lien est très très fort. Je vous ai dit, je vais vous l'expliquer plus lorsque je ferai le podcast sur la Royal Society. Et donc, effectivement, on a encore d'autres de ce type-là. On a John Mortimer et on a aussi Moussa Al-Alami. Donc, effectivement, mes frères, je vous dis que ces gens, il faut les voir dans la même sauce. Sinon, vous n'allez jamais rien comprendre à tout ce qui vous arrive, malheureusement. Donc, effectivement, il fait donc partie des sociétés des ordres sectaires parce qu'on ne peut pas entrer dans ce type d'institutions-là et comme ça, on fait des écoles avec eux et ça va aller dans la sauce mayonnaise. Non, pour entrer encore plus loin, parce que ce que Nana Akufo a fait à travers son école et ses études, c'est ce que son père a fait. Son père est entré dans ces institutions-là. Il a été utilisé parce qu'effectivement, c'est un membre d'une famille royale en Afrique et donc il a des possessions et des terres, donc de l'or, Gold Coast. Effectivement, faut remonter la famille très très loin. Son père a été un sœur, donc il a fait partie de ceux qui ont accepté de se mettre à genoux devant la locodermie et donc effectivement de donner ses terres au locoderme, exploiter son or à condition d'avoir la vie sauve, effectivement, et d'avoir un certain petit privilège de pouvoir sillonner autour des terres locodermiques. Malheureusement, si je résume comme ça, c'est parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Son fils suivra la voie du père et de ses enfants, effectivement, ils suivront cette voie-là, et c'est ce qui a été le cas. Effectivement, ce que Nana Akufo fait, pour comprendre le lien avec son histoire, je vous ai dit, il y a un lien entre son histoire, celui de son père, de son arrière-grand-père, vous voyez, ça remonte à très loin. Donc, il n'était pas le seul, il y a lui, il y a son père, il y a son grand-père, et il y a le père de sa mère. Donc, comprenez aussi que c'est une histoire de corruption qui est très, très, très lointaine, en fait. Et donc, lui n'est que la lignée des corrompus, donc de la lignée des vassaux, des gens qui ont été effectivement sauvagement frappés par la leucodermie et qui ne peuvent que maintenant l'obéir. Donc, dans ces sociétés-là, dans ces sociétés dont je ne vais pas totalement vous décrire ce qui s'y passe, mais vous savez très bien que dans ces clubs-là, et d'obligation de faire des trucs pas très nets, des trucs dont même moi j'ai honte de le dire. Peut-être comme j'ai honte de le dire, je vais pas le dire. Mais donc vous ne pouvez pas fréquenter ce type d'école et dire à la fin, j'ai fréquenté l'école là et c'est fini. Non, vous devez participer à la vie de ces gens. Vous devez participer, donc il va falloir que vous vous mouillez. Et quand ils font des exigences très bizarres, vous devez obéir. Ces gens-là ont tous des mains dans le caca, mes frères. Et si je le dis comme ça, c'est parce que c'est vrai. Dans ces écoles-là, ces enfants font des choses que vous ne pouvez imaginer. Leurs parents les ont déjà apprêtés à faire des trucs très, 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 très sales, mes frères. Très, 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 très sales. Et donc, tous ces gens sortent tous aussi pervers les uns que les autres. Nana Akufo-Addo n'a pas pu, effectivement, être celui qui allait être épargné. Effectivement, vu son faciès, vu sa caractéristique déjà génétique et autres, il a sûrement été le punching ball ou le petit mouvementé de la place, parce que tout il était entouré de petits leucodermes. Vous allez vous dire que, ah non, il y avait aussi d'autres un peu comme lui, un peu des gens du Nigeria, du Rwanda, et vendus. Oui, il y avait sûrement des gens comme ça. Effectivement, peut-être qu'il essaie d'être ami avec des hindous, parce qu'il se dit qu'on est à peu près pareil, mais les hindous, on n'est pas génétiquement pareil. Il ne faut pas confondre les Siddhis de l'Inde et les hindous leucodermes, c'est pas la même chose. Donc effectivement aussi, il y a cette réalité-là. Il a sûrement subi du bizutage
comme tout le monde, son père lui a dit qu'il allait sûrement subir cela. Et il a dit qu'il devait être prêt parce que ces gens, ils sont ce qu'ils sont. De toute façon, vous connaissez le CODER, mais les soirées bisutage dans les écoles, des grandes écoles, comme ce type d'école, effectivement, c'est pas sûr que c'est la fête foraine qui va sortir. Et donc, effectivement, il a dû subir certaines choses. Il a dû les subir. Mais malheureusement, vous savez, les traumatisés, soit ce qu'ils font, c'est qu'ils se suicident, ou ils finissent par aimer leur maître. Et donc, effectivement, comme son grand-père, le père de son père et lui-même, ils ont appris à aimer l'oppresseur, à aimer celui qui les tourmente, à aimer leur voleur, à aimer leur violeur. Et donc, à fréquenter et à faire les mêmes écoles que à la fin. Donc, il a fait une école d'ordre des Templiers, à proprement parler, c'est ce type d'école qu'il a fait. Ce n'est pas une école où vous allez apprendre comment sauver le Ghana. Ce n'est pas une école où vous allez apprendre comment être panafricain. Quand vous faites ce type d'école, vous n'allez rien apprendre de vous-même. La lobotomisation que le noir subit là-bas, j'ai envie de dire, c'est pas sûr qu'il va sortir panafricain. Il va effectivement sortir comme le Ouattara. Donc, en juillet 71, il a, après travailler au bureau du Ghana de 1975, dont il a été envoyé en mission là-bas, après avoir réussi effectivement les obstacles des institutions templiorisantes, le codermique, donc sectaire. Akufo-Addo a donc travaillé avec la succursale parisienne du cabinet d'avocats américain Codert Brothers. La succursale française, vous avez compris, parisienne du cabinet d'avocats américains. Donc, il avait déjà des liens avec effectivement la françaiserie. De toute façon, vous l'avez compris, depuis le père de son père de son père. Donc, c'est un cabinet d'avocats basé à New York à forte dimension internationale. Il a exercé donc le cabinet de 1853 à sa dissolution dans les années 2000. Donc, plus précisément en 2006. D'après l'histoire, effectivement, de ce cabinet, donc créé par 3 fils de Charles Courdet, Frédéric René Courdet, Charles Courdet Jr., Louis-Léonce Courdet, spécialiste de droit international, et donc notamment représenté des investisseurs privés voulant acquérir les droits de construction du canal de Panama. Pour ceux qui ont suivi ma séance sur Cheikh Anta Diop, notamment Nation Agriculture, lorsque je parlais de Marius de Fontanès, je vous ai dit que Fontanès a été lié à un scandale de corruption, d'usure, lié à la construction du canal de Panama, qui était un plus haut scandale de corruption qui liait effectivement de grands membres politiques français. Et donc, c'est un canal maritime de 80 km de long. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Allez voir le podcast là si vous voulez comprendre des trucs. Mes frères, mes sœurs, on se rend compte que tout est lié effectivement sur cette terre. Donc, tout est lié, c'est-à-dire la sorcellerie du locoderme est à ce niveau extraordinaire. Donc, effectivement, aussi des constructeurs automobiles pneumatiques français ouvrant des usines aux États-Unis, ça c'était à l'époque, et les gouvernements de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne dans la perspective de la première guerre fratricide de locodermique. Et également, le Ford Motor Company est un groupe de constructeurs automobiles étrangers dans l'appel réussi de l'affaire du brevet de Selden, qui c'est étrange, on ne peut pas trouver des choses sur ça. C'est important de comprendre pourquoi ça a été dissous. Bien que American Lawyer l'ait classé en 2004 parmi les 100 cabinets les plus rentables aux États-Unis, il a été dissous en 2005 après avoir échoué à conclure un accord de fusion avec le cabinet Baker McKenzie. Baker McKenzie, fondé en 1949 par Russell Baker et John McKenzie, est un cabinet d'avocats d'affaires international créé à Chicago, aux États-Unis. Il y a des choses pas très nettes qui sont liées à ces histoires. J'en parlerai pas trop parce que c'est pas trop l'objectif, mais effectivement, donc, Nana Akufo-Addo a travaillé dans un cabinet, une filiale du cabinet, effectivement, avec des histoires très, très, très étranges. Avec des scandales cachés très bizarres. Et après, donc, effectivement, en 1979, il cofonda le cabinet d'avocats
Prempeh et compagnie. Donc, sa carrière politique, et nous allons nous arrêter sur ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On reviendra prochainement par la suite. Et effectivement, on parlera de beaucoup de choses après. Donc, dans sa carrière politique, là, on a la participation de Nana Akufo-Addo qui débute dans les années 70 par rapport à son père. Lorsqu'il rejoint le People Movement for Freedom and Justice, le mouvement populaire pour la liberté et la justice, une organisation créée pour s'opposer au modèle d'un gouvernement d'union du Conseil militaire suprême du général Ignatius Kutu Ankheampong, né à Accra, c'était un militaire d'État, etc. Nana Akufo-Addo a commencé sa carrière effectivement en 1970, exactement au même moment où son père avait été décliné au pouvoir parce qu'effectivement sa prise du pouvoir avait amené la corruption. Donc il se peut que de base Nana Akufo-Addo connaissait déjà Jerry Rawlings et avait donc une haine envers ce monsieur. Donc il est clair qu'effectivement quand il a décidé de se mettre au pouvoir, c'était donc pour renverser toute l'institution qu'avait créée ce monsieur. Et malheureusement, effectivement, ça nous rappelle que Jerry Rawlings nous disait nous méfier de ce monsieur. Et nous n'avons pas beaucoup écouté. Bon, c'est vrai, je ne suis pas ghanéenne, mais ça me concerne effectivement, même si je l'ai appris un peu plus tard, malheureusement. Bon, après, moi, je suis étudiante, j'ai envie de dire, c'est pas comme si tout le monde va toujours tout savoir. Il y a une histoire familiale, une histoire de haine, il y a une histoire de continuité de la volonté du colon qui effectivement amène la famille de Nana Akufo-Addo à continuer à obéir au maître. Donc effectivement, il doit continuer là où son père s'est arrêté, c'est-à-dire de libérer, donc la libéralisation de tous les biens du Ghana à l'Occident. Et donc, c'est pour ça qu'il a accepté de se mettre dans ce parti politique. C'était pas effectivement pour sauver le Ghana. Et donc, en mai 1995, il fait partie d'un vaste groupe d'élite, l'Alliance for Change, une alliance qui a organisé des manifestations contre les politiques néolibérales telles que l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée et les violations des droits humains de la présidence de Rawlings. En fait, vous avez compris que on dit ici qu'il lutte contre la politique néolibérale. C'est vrai que c'est une politique super dangereuse parce que c'est celle que vous trouvez en Occident. Et effectivement aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'il luttait des violations des droits humains par la présidence de Rawlings, dont il travaillait affilié avec les ONG. Et donc, effectivement, le président Rawlings, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, je vous ai dit qu'il exécutait les traîtres parce que la traîtrise, c'est la gangrène. La gangrène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corruption, la prostitution de l'âme va continuer, malheureusement, etc. Donc, il était contre cela, il trouvait cela injuste parce qu'effectivement, il y avait des membres de son parti qui étaient liés à cela. Donc, effectivement, il est normal qu'on ne puisse pas être totalement en accord avec cette vision-là, puisqu'elle détruit un programme, un planning, un agenda particulier. Donc, de base, c'est un espion envoyé par la Chambre de la couronne de la pauvreté britannique. Donc, l'organisation s'effondra plus tard en raison de luttes entre des membres pour les postes de direction dans un système politique corrompu, effectivement, des décisions et des combats, même si elles sont pas très bonnes, ne fonctionnent pas. Effectivement, vous avez compris, c'était un groupe d'élite. Donc, dans le monde élitiste à vision occidentale, rien de bon, je vous ai dit, rien de bon ne va fructuer, surtout si on veut l'appliquer en Afrique. Donc, c'est pour ça que de tels mouvements finissent toujours par s'effondrer. Et donc, on revient dans les années 90, ils forment une organisation pour les droits civiques appelée Ghana Committee on Human and People Rights. On va devoir s'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps de pouvoir parler de lui dans son entièreté. On va revenir plus tard parce que plus tard, donc, je vais vous donner d'autres informations un peu plus claires aussi sur lui. Malheureusement, ce n'est pas très beau ce qu'on entend sur Nana Akufo-Addo. On finira sûrement la deuxième partie et on parlera de l'actualité avec le Mali et la non-logique
de son histoire de libération des peuples africains. On parlera de pourquoi il a imposé le vaccin, je voulais dire, pardon, je voulais dire, oui, le remède de la vie aux Ghanéens de façon obligatoire et à tous ceux qui veulent visiter le Ghana de façon obligatoire. Je vous parlerai de la vie actuelle du Ghana. Je vous dirai la tristesse que j'ai en observant le Ghana. Et si les Ghanéens ne se réveillent pas, j'ai envie de dire, la suite de ce pays sera une suite comme une autre. Voilà. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. On se reverra prochainement. Donc, d'ici peu, courage. Courage à nos frères partout sur le continent. Courage à nos frères en Occident. Courage à nos frères dans l'espace, à nos frères morts, vivants. Et de toute façon, on se reverra encore et encore. Bibala.